Au Moyen-Âge, il n'est pas rare qu'entre deux bouchées, un compagnon de table aille se soulager dans un coin de la pièce, dans la cheminée, dans un pot sous la table, qui sera prestement vidé par la fenêtre, dans la rue, au cri de « Gare l'eau !» Éventuellement, le même pourra, se torcher dans les rideaux. On rote, on pète à table, on revendique même en vers et en prose le droit de le faire dans une littérature scatologique assez abondante, dont Rabelais nous propose l'exemple le plus connu, mais qui fleurira jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Donc ces choses-là ne paraissent absolument pas anormales, et même s'il arrive que la morale bourgeoise de la discrétion et de la bienséance pointe le nez sensible dès le XVIe siècle, avec Erasme par exemple, ce sont en général des choses qui excitent plutôt le rire. Deuxième exemple, dans la sexualité, qui est une autre activité qui relève de l'intimité, de la présence à soi sous la forme du sentiment du désir, la norme sociale s'empare en réalité entièrement de l'acte. La préférence du sujet, la manière, croit-il, authentique avec laquelle il vit ses désirs, est en réalité une illusion d'intimité, car le regard normatif perché sur notre épaule rentre à notre insu jusque sous nos draps. Dans un champ si lourd d'enjeux, la reproduction, l'identité, la famille, la préférence fait toujours l'objet, si elle était prise au sérieux, d'un soupçon de dérive ou de perversion, si vous préférez. Dérive de genre, dérive de fréquence, dérive de pratique. Heureux celui qui arrive à garder secret le jardin de ses délices, de l'œil inquisiteur des lois, des mœurs et du bon voisinage. La miction et la défécation, elles, ne connaissent pas le genre, imposent leur propre fréquence et la pratique est partout la même. Le secret des WC, tout le monde le connaît, à la différence du secret des alcôves. Dans ces conditions, comment peut-on parler ici d'un rapport authentique à soi ? D'un rapport d'intimité qui soit autre chose qu'une fausse conscience de soi ? Qu'est-ce donc qui pourrait nous ramener, sans nous laisser le choix, à une naturalité présociale réellement irréductible ? La réponse à cette question hautement rousseauiste se trouve au fond des cabinets, d'où se fait entendre la voix de la nature. Partons du constat qu'il est impossible de dompter et de discipliner le ventre. Cette part d'intériorité organique ne peut pas faire l'objet d'un contrôle. Peut-être est-ce même pour cela que la société médiévale rigolait franchement du bruit et de la fureur des entrailles. Comme le disait Montaigne, sur le plus haut trône du monde, on n'est jamais assis que sur son cul. Et lorsque vient le moment de rendre à la nature ce qu'elle réclame, le cul d'un noble ne se distingue pas du cul d'un roturier, raison pourquoi l'aristocratie garda le même goût que le peuple pour le scatologique jusqu'à la Révolution. Donc l'invention de cette distinction des mœurs culières sera le haut fait d'une classe sociale nouvelle, la bourgeoisie. L'invention des WC, curiosité anglaise de la fin du XVIIe, redécouverte et instituée au XIXe en modèle pour le monde civilisé, coïncide avec l'extension de la classe bourgeoise. Or, la bourgeoisie ne s'oppose pas au peuple comme le noble pouvait le faire, ou la noblesse, antagonisme social radical, différence de nature. Elle est elle-même issue du peuple, mais elle pense qu'elle ne doit qu'à elle-même son ascension sociale, grâce à ses qualités morales et intellectuelles supérieures. C'est le propre de l'esprit bourgeois du XIXe. C'est pourquoi on ne tapera pas sur le bourgeois, on reconnaîtra aussi une qualité essentielle à cette bourgeoisie du XIXe. Le bourgeois du XIXe est aussi souvent un progressiste. Il veut développer en quelque sorte la philanthropie pour les ouvriers charpentiers. Il est l'homme du transit de l'humanité vers un avenir meilleur, par la force des nouveaux héros que sont les ingénieurs, sous la houlette des nouveaux sages que sont les médecins. La morale bourgeoise sera la morale de cette discipline, du contrôle du corps, de la rétention, de la discrétion, de la distinction. Chez ces gens-là, monsieur, on ne fait pas caca. Ou presque. Ou presque. C'est cette nouvelle classe sociale qui va organiser la grande disparition. En effet, la seule manière de contrôler quand même ce qu'on ne peut contrôler, et nous avons dit que l'organisme ne pouvait être, du point de vue du transit, contrôlable, la seule manière de contrôler ce qu'on ne peut contrôler quand même, c'est de l'exclure et de renforcer l'ostracisme moral du corps. Les WC permettent d'orchestrer une triple disparition du sujet, et c'est la clé de leur succès. Disparition de son corps, disparition des productions de son corps, disparition des représentations relatives aux productions de son corps. Escamoté dans un lieu clos, closet, pour faire quelque chose dont le produit lui-même disparaît, grâce à un ingénieux procédé hydraulique où l'eau retrouve sa symbolique primitive de purification, water, le sujet bourgeois voit, pour finir, la chape de plomb des euphémismes, périphrases et circonlocutions
se refermer sur lui comme l'abattant des toilettes. Plus question dans le monde bourgeois d'aller aux chiottes ou au goguenot. On va aux toilettes, à la garde-robe, à la pièce d'eau, au WC, aux commodités, au lieu d'aisance, voire, plus inquiétant pour nous qui sommes aujourd'hui au lieu unique, on va au lieu. Vous êtes priés de laisser cet endroit aussi propre en sortant qu'il était en rentrant. Donc, l'intimité des toilettes, injonction sociale visant à faire disparaître l'innommable exercice, constitue le moment punitif que l'ordre bourgeois impose au corps toujours coupable, toujours impur, c'est-à-dire, dans la nouvelle terminologie hygiéniste qui s'est imposée jusqu'à nous, toujours sale. L'obsession de la pureté du corps et de ses interdits intéressait évidemment toute la zone génito-anale et la morale bourgeoise, candide pourvoyeuse de jouissances inédites, contribue à associer fortement WC et sexualité, et notamment les WC publics. Il fallut, par exemple, que les latrines des lycées ne fussent pas trop accueillantes, de peur que les élèves ne sentissent branler leur ferme résolution morale. Les Vespasiennes devinrent vite des lieux de rencontre homosexuels, et comme tels extrêmement surveillés par la police. Quant aux toilettes mixtes, la simple idée qu'hommes et femmes s'y croisent retarda jusqu'au XXe siècle leur usage courant et leur construction même. Bon, on va arrêter de taper sur le bourgeois. Retenons toutefois que si vous voulez embêter le bourgeois, il faut emmerder le bourgeois. C'est-à-dire lui parler scatologique. Voilà. Donc arrêtons de taper sur les bourgeois, prenons acte des effets positifs de cette civilisation des mœurs par les WC. L'embourgeoisement des logements par la construction, dès les années 1880, de toilettes privées, dans les ancêtres des HLM, améliorera grandement la santé des populations pauvres. Et ça, c'est un produit de la philanthropie de quelques sociétés du 19e. Donc enrayant évidemment les maladies qui étaient fréquentes dans les grandes villes et la mortalité infantile. Elle constitue ainsi l'indice le plus sûr du développement économique et sanitaire parce qu'elle implique la généralisation de ces deux progrès majeurs que sont l'adduction d'eau et le tout à l'égout, maintenant rejoints par le traitement des eaux et la valorisation des matières. Ce n'est pas pour rien si l'OMS a choisi de consacrer un jour par an, le 19 novembre, je l'ignorais, le saviez-vous, à la journée mondiale des WC. Mais oui, mais rappelons ainsi que pour 1 milliard de personnes dans le monde, c'est un problème de santé publique urgent et fondamental. Donc les toilettes privées pour tous ont donné au peuple un aspect de la dignité bourgeoise à travers la simple possibilité d'habiter un lieu salubre et non un cloaque malodorant aux fosses débordantes, comme c'était encore le cas il y a quelques décennies en France. Les WC à l'anglaise sont donc normalement imposés partout, contre les WC à la turque qui n'ont de turc que le nom et qui sont spécialement répandus en France. Les toilettes communes sans séparation, la défécation à ciel ouvert, sur les trottoirs des villes, dans les pots de chambre, dans les garde-robes, etc., qui constituaient un passé peu glorieux, mais que nous avons oublié et mis de côté alors qu'il était le passé de nos grands-parents. Bon.